Je voudrais reconnaître que ce webinaire est appuyé par Justice Canada dans euh, le cadre de la semaine des victimes et des survivants de crimes. Donc, si vous voulez une copie ou si vous avez des suggestions pour d'autres groupes ou d'autres organismes qui pourraient bénéficier d'avoir ces renseignements, veuillez nous le faire savoir. Merci. Commençons. Alors qu'on se rencontre sur une plateforme virtuelle aujourd'hui, je voudrais prendre un moment pour reconnaître l'importance des territoires que l'on appelle chez nous. On fait tout ça pour réaffirmer notre engagement et nos responsabilités quant à l'amélioration des relations et à comprendre les peuples autochtones locaux et leur culture. D'un océan à l'autre, nous reconnaissons les territoires ancestraux et non cédés des Premières Nations et des Inuits et la terre ancestrale des Métis. Notre premier intervenant aujourd'hui, sont Eli Shentia d'Inclusion Internationale. Tia est une consultante écoutée, inclure, respectée et Iles est une gestionnaire des programmes d'autodéfense des droits. À vous la parole, merci. Merci. Diapo suivante, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est écouter, inclure, respecter? On va vous parler de ça. Ce sont des directives et des outils pour tout type d'organisme créés par les réseaux Inclusion Internationale et Down Syndrome International. Il aide les organismes de tout type à être plus inclusifs de personnes avec tout type de handicap. Le but des directives, c'est d'aider les organismes à aider les personnes qui ont des déficiences intellectuelles à recevoir des renseignements d'une façon dont elles peuvent les comprendre, à partager leurs idées, leurs expériences et leurs connaissances comme tout le monde, à prendre part au processus et aux prises de décision à tous les niveaux et être traité comme une partie égale d'une équipe, que ce soit dans les comités ou à titre d'utilisateur de services. Diapo suivante. Les organismes ont la responsabilité d'être accessibles et inclusifs de tout le monde et de faire en sorte que les gens avec des déficiences intellectuelles aient un droit à l'accessibilité et puissent prendre part aux activités et être respectés, incluant les personnes qui ont des déficiences intellectuelles. C'est un processus qui prend du temps pour inclure les gens et qui consiste à changer la façon dont on fait les choses pour le faire. Il faut des outils et des soutiens et les directives peuvent aider à comprendre quels changements faire et comment y procéder. Diapositive suivante. Les directives donnent aux organismes des conseils pratiques et des listes à suivre pour aider les organismes à supprimer les obstacles qui se dressent devant les personnes qui ont des déficiences intellectuelles. Vous pouvez aller sur listenincluderespect.com pour les consulter. Encore une fois, diapo suivante, s'il vous plaît. Voici les types de réunions. Ça vous montre comment gérer certaines réunions, certaines conférences et certaines autres choses. Diapo suivante. Vous voyez, ça donne des exemples de façon de faire ça. Diapo suivante. Alors, comme on l'a dit auparavant, qui contribue aux directives Inclusion internationale et Down Syndrome International travaille avec les réseaux pour listenincluderespect.com. C'est 350 organisations de 100 pays qui prennent part. Plus de 1500 personnes nous ont donné des rétroactions à travers 60 consultations inclusives. Diapositive suivante. Comme vous pouvez voir sur la carte, les pays en bleu turquoise ont aidé à créer les directives. Diapositive suivante. Les principes sont les idées principales qu'on a entendues de la part du réseau et que des organisations inclusives devraient suivre.
Donc, c'est une liste de vérification de la façon dont les principes devraient être suivis. Donc, les principes, c'est croire en l'inclusion, défense de ses propres droits, compréhension et sensibilisation, communication accessible, accommodement raisonnable, valoriser le processus de collaboration, utiliser la CDPH comme un guide et comprendre que l'inclusion est un parcours. Diapositive suivante. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'accès à la justice? Nous pouvons utiliser les directives et les principes pour s'entraider, pour que notre travail soit meilleur et plus accessible, et aider nos systèmes à être plus inclusifs et à aider les personnes qui sont habituellement exclues à participer dans nos systèmes. Diapositive suivante. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui travaillent dans l'accès à la justice? Compréhension et sensibilisation, c'est comprendre et remettre en question les stéréotypes, poser des questions sur les besoins en soutien et donner des accommodements raisonnables, être respectueux et patient et faire participer les gens qui appuient, comme les membres de la famille, aux besoins. Diapo suivante. Communication accessible, parler directement à la personne qui a une déficience intellectuelle comme à un adulte, utiliser du langage simple, donner du temps pour comprendre les questions et poser des questions, pour comprendre les choses et poser des questions. Diapositive suivante. Alors, une version facile à comprendre. La plupart des gens préfèrent des documents accessibles, langage simple, pas de langage compliqué, simple et clair, direct et des exemples et des photos pertinentes pour aider à expliquer. Diapo suivante. Alors, défense de ses intérêts personnels. Les personnes avec des déficiences intellectuelles sont incluses dans tout le travail, c'est-à-dire la planification des programmes, leur conception, les comités consultatifs et les groupes de consultation. Ils sont des employés, ce sont également des formateurs. Et c'est l'expérience dans la défense de ses propres intérêts qui guide notre travail. Valoriser le processus, on pose des questions et on apprend les uns des autres, on modèle ce que l'on veut voir et on partage ce qu'on veut apprendre et on aide les autres à comprendre les principes d'inclusion et d'accessibilité. Diapo suivante. Elish va parler de certains exemples de notre réseau. Merci, bonjour tout le monde. Est-ce qu'on a le temps? Oui, Elish, ça va. Merci beaucoup. Alors, le réseau Inclusion internationale, on a un membre au Kenya qui s'appelle Kai. Et ce groupe a un programme d'accès à la justice qui travaille avec les personnes incarcérées qui ont des déficiences intellectuelles et qui les aide à faire leur planification quand ils sont libérés de prison et qu'ils réintègrent la communauté. Donc, notre contact était gestionnaire de programme et son rôle, c'était de poser des questions aux personnes incarcérées, de les aider pour leur sortie de prison et également défendre leurs droits auprès du gouvernement. Donc, elle avait un vrai rôle de leadership et elle pouvait appuyer les gens qui avaient des déficiences intellectuelles en prison alors qu'ils voulaient retourner dans la communauté. Diapo suivante. Ok, non, l'autre diapo, merci. Alors, Kai a également travaillé avec des gens qui font la défense de leurs propres intérêts. Ils ont donné du soutien aux pairs et de la formation à d'autres personnes qui ont des déficiences intellectuelles.
sur leurs droits et pour leur parler des des appuis qu'ils peuvent demander quand ils sont dans le système judiciaire. Il y a également de la formation pour les magistrats, les avocats et les communautés sur les droits des personnes qui ont des déficiences intellectuelles et leurs besoins quand elles sont dans le système judiciaire. Et ils ont également donné des appuis à la communication pour les personnes qui ont des déficiences intellectuelles dans le système judiciaire, par exemple pour les gens qui sont au tribunal, on a quelqu'un qui leur donne des explications ou qui leur explique ce que disent les avocats ou les juges. Ils travaillent également avec des avocats qui donnent des appuis spécialisés aux personnes qui ont des déficiences intellectuelles et qui sont les victimes dans le cas où les personnes qui ont des déficiences intellectuelles sont des victimes. Diapositive suivante. Alors, un exemple un peu semblable de notre membre en Argentine, de Fondation Visibilia. Donc, notre- ce groupe appuie la police dans deux villes en Argentine, y compris quant à l'élaboration de protocoles pour l'appui aux victimes et aux délinquants et de la formation sur l'accessibilité. Donc, ils leur apprennent comment parler de façon accessible, également de la formation pour les juges et les avocats sur des choses du même genre. Et ils ont travaillé à l'adaptation de lois pour qu'elles soient faciles à lire, y compris les lois concernant la violence fondée sur le genre. Et tout leur travail est fait avec des personnes qui font de la défense de leurs propres intérêts. Donc, il y a de la formation pour les juges et autres. Diapo suivante. Alors, une liste ici. Je vais pas tous vous les donner, mais beaucoup de nos membres font du travail qui suit les directives. Donc, vous avez des liens pour chacun des programmes. Et je vous rends la parole. Très bien, merci à toutes les deux. Et avant qu'on ne passe à la suite, je voudrais parler du contexte canadien. Les personnes qui ont des déficiences intellectuelles font face à des défis dans le système judiciaire du Canada, qu'elles soient victimes de crimes, qu'elles soient délinquants potentiels ou qu'elles soient témoins de crimes. Et il y a une reconnaissance croissante quant au fait que les personnes qui ont des déficiences intellectuelles ont des défis non seulement à cause de leur déficience, mais également à cause de leur expérience dans les institutions, leur surréglementation dans la loi et le manque d'accommodement. Les personnes qui ont des déficiences intellectuelles ont quatre fois plus de chances que les personnes qui n'en ont pas d'être victimes d'un crime violent. 65% de tous les crimes violents commis contre des personnes qui ont une déficience intellectuelle sont commis par une personne qui connaît cette personne. Et les personnes qui ont des déficiences intellectuelles ont deux fois plus de chances d'être victimes de violences conjugales. Les personnes qui ont des déficiences intellectuelles ont moins de chances de rapporter un crime, de déclarer un crime. Par exemple, l'Inclusion Canada est intervenue à la Cour suprême du Canada dans l'affaire Slater. L'affaire Slater incluait une jeune femme qui avait une déficience intellectuelle et qui avait déclaré avoir été agressée sexuellement par son voisin sur plusieurs années. Et dans cette affaire, le juge l'a cru, mais la Cour d'appel a remis en question le fait qu'elle pourrait être prône à la suggestion à cause de sa déficience. La jeune femme a gagné son affaire, mais elle a fait l'objet de beaucoup d'obstacles et de beaucoup de questions. L'affaire Slater souligne la façon dont les stéréotypes sur les déficiences intellectuelles font obstruction à l'accès à la justice et on veut s'assurer que cela ne soit plus le cas à l'avenir. Les gens qui sont déclarés coupables d'un crime contre une personne qui a une déficience intellectuelle ne reçoivent souvent pas une peine adéquate. Les études ont prouvé que moins de 10% de toutes
toutes les agressions sexuelles sont déclarées à la police et des agressions déclarées, encore moins, font l'objet d'une inculpation. Cette lacune est bien plus élevée pour les femmes qui ont des déficiences intellectuelles. Moins de 4% des agressions sont déclarées à la police et les inculpations sont rarement faites. Ces personnes sont encore plus victimisées par le système judiciaire canadien parce qu'elles sont disproportionnellement victimes de violences policières. Par exemple, Abdullah Darwish, qui est autiste et non-verbal, a, est- a reçu un coup de taser par la police en 2022. Son père se bat maintenant pour la justice pour son fils, qui est terrorisé quant à l'idée de quitter la maison. Bien que la société pense que la police défend les droits des personnes, les personnes qui ont des déficiences intellectuelles ont des expériences différentes en ce qui concerne leurs expériences avec la police. Donc, écouter, inclure respect à des directives qui sont un pas vers la participation et l'inclusion des personnes qui ont des déficiences intellectuelles dans notre propre système judiciaire canadien. Notre espoir aujourd'hui, c'est de créer une meilleure compréhension du fait que les personnes qui ont des déficiences intellectuelles sont disproportionnellement victimisées dans toutes les sphères de leurs interactions avec le système judiciaire canadien. Toutefois, cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas briser le cycle et qu'on ne peut pas chercher à avoir des changements importants. Là-dessus, pour la suite, nous avons Chris Rowley, deuxième vice-président de Personnes d'abord du Canada. Chris, vous pouvez enlever votre sourdine et commencer votre présentation. Merci, Kurt. Bonjour tout le monde, je suis Chris Rowley, deuxième vice-président de Personnes d'abord du Canada et j'habite à Lethbridge en Alberta. Bonjour tout le monde, je suis ici avec Chris aujourd'hui, je m'appelle Monica Schrader, je suis coordinatrice de projet national de Personnes d'abord du Canada. Alors Chris, il y a quelque temps, tu as eu une interaction avec la police, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu de contexte, nous parler un petit peu de ce qui se passait avant et de pourquoi l'incident est arrivé? Je m'intéresse beaucoup aux droits de la personne, c'est pour ça que je travaille avec Personnes d'abord du Canada et pour ça que je travaille dans ma communauté. Je suis une personne handicapée, je sais ce que c'est que d'être dévalorisé par la société. Je veux me battre pour ce qui est juste, non seulement pour les personnes qui ont des déficiences intellectuelles et développementales, mais également pour les autres personnes vulnérables de la société. Alors, c'était pendant l'été 2022, au mois d'août, j'ai aidé un camp d'itinérants dans ma communauté. La police était là une journée et essayait de déplacer les gens de l'ancienne propriété du YMCA. Le YMCA n'est pas une propriété publique, mais le parc à côté en est une. Le camp d'itinérants avait un petit peu bougé, était allé d'un lieu à l'autre et était maintenant sur la propriété du YMCA. La propriété n'est pas utilisée. Le Y a fermé il y a quelque temps. Ok, donc ça, c'était la situation. Quand tu étais là, que faisait la police? Eh bien, la police essayait de faire que les gens prennent leurs affaires et s'en aillent. Il parlait aux gens, disait qu'ils n'allaient pas jeter les vestes et les couvertures qui étaient là, mais la police l'a fait quand même. Un des policiers a jeté les vestes et les couvertures. Je lui ai demandé pourquoi il l'a fait. Je lui ai demandé pourquoi il avait menti et il m'a dit de m'en aller et il voulait que je parte. Il m'a dit d'aller défendre les droits des gens ailleurs. Mais ce que j'ai fait, c'est parler aux gens que j'ai aidés. Je leur ai demandé s'ils voulaient que je m'en aille. Ils ne voulaient pas que je m'en aille, alors je suis resté. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, le policier m'a demandé ce qu'il faudrait pour que je m'en aille. Je lui ai dit qu'il faudrait qu'il me dise pourquoi c'était. Il se comportait comme ça, ou qu'il faudrait juste qu'il m'arrête. Alors, c'est comme ça que, enfin, c'est ça qui est sorti de ma bouche à ce moment-là. Je voulais savoir pourquoi il traitait les gens si mal. Je voulais juste que les policiers les laissent tranquilles. C'était une situation tendue et finalement, le policier a décidé de m'arrêter. OK. Heu, qu'est-ce que c qu'est-ce que c'était comme expérience pour toi de te faire arrêter? Ça me dérangeait pas trop, je ne savais pas ce qui allait se passer, c'était la première fois qu'on m'arrêtait. Heu, mmh, ce n'était pas trop violent. Une fois que j'ai été menotté, j'ai dit au policier que j'étais handicapé. Je l'ai fait pour que la police me comprenne mieux, mais ça dépend de chaque personne de déclarer si elle est handicapée ou pas et de quand le faire pendant le processus. Je lui ai demandé
de me dire pourquoi j'ai été arrêté. J'ai posé la question 5 fois sur environ 20 minutes avant d'avoir une réponse. Les policiers parlaient de quelle amende me donner ou de quelle inculpation. Il faudrait. De quoi il faudrait m'inculper? Alors, de quoi t'as-t-on inculpé et pourquoi on t'a donné une amende? Alors, on m'a donné une amende pour intrusion et violation de propriété. Il y a une amende à payer. Je n'étais pas le seul qui a eu une amende. Et certaines personnes du camp ont reçu des amendes. Ça n'a pas de sens. Ce sont des itinérants. Comment est-ce qu'ils peuvent payer une amende? Pourquoi leur donner une amende? Qu'est-ce que ça accomplit? Comment est-ce que ça aide? J'étais également bouleversé par rapport à la façon dont la police a traité les gens dans le camp. Une personne a demandé au policier où elle était censée aller. Le policier lui a dit, va derrière une benne à ordures. Ce policier était en train de dévaloriser les personnes les plus vulnérables de la société. Ça m'a beaucoup bouleversé, c'était frustrant. Et quand le policier s'est mis en colère contre moi et m'a dit d'aller ailleurs et d'aller défendre les droits des gens ailleurs, je voulais juste lui parler. Je voulais lui dire que c'était là que les gens avaient besoin qu'on défende leurs droits, ici dans la communauté, là où les gens font face à l'itinérance juste sous nos yeux. Ok, alors je sais que tu as déjà raconté cette histoire, mais est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé ou ce qui t'a aidé à traverser ce processus dans tes efforts visant à aider les gens sans domicile dans ta communauté? Alors la première chose, c'est qu'il fallait que je m'appuie. J'avais une personne qui m'a aidé à travers tout ça, elle m'a beaucoup aidé. Avoir un système de soutien, c'est très important. Savoir qui pourrait vous aider et avoir quelqu'un à qui parler de tout ça et une personne qui était dans mon camp. Tout ça, c'était très frustrant. Il faut qu'il y ait une meilleure compréhension globale des personnes vulnérables, comme les personnes qui sont sans domicile. Les règles doivent changer pour que leur humanité soit reconnue et respectée. Un commissariat, le commissariat de police, c'est également un autre endroit où raconter votre histoire et vous faire entendre. Je suis allé à une séance porte ouverte du commissariat. J'y ai raconté mon histoire et j'ai également utilisé le système de plainte pour me plaindre de l'incident. Alors, les personnes qui ont une déficience intellectuelle ont parfois une mauvaise expérience quand elles rapportent un crime à la police. Alors, quels sont vos conseils pour la police? Eh ben, je pense qu'il faut juste qu'ils écoutent davantage et qu'ils comprennent vraiment ce que veut dire la police et avoir de la compassion pour la situation dans laquelle ces personnes se trouvent. Et il ne faut pas qu'ils dévalorisent les gens qui ont des déficiences intellectuelles. Tout le monde a la même valeur. Hum, Les policiers doivent écouter. Ils ne peuvent pas juste faire semblant de nous écouter. Et il faut qu'ils nous comprennent mieux. La police doit mieux comprendre les problèmes de santé mentale qui peuvent avoir lieu pour qu'ils agissent de façon respectueuse des droits des personnes. Ok, dernière question pour toi, Chris. Est-ce que tu as des idées finales quant au message que tu veux faire passer aujourd'hui? Je pense que le plus important pour moi, c'est vraiment comprendre. On doit comprendre qu'on est tous des humains et créer des liens les uns avec les autres et vraiment comprendre que certaines personnes ont besoin de certains accommodements, que écouter, inclure et respecter décrit. Et donc, il faut que les gens prennent ces directives, tiennent compte de ces directives. Merci. Ok, merci à tous les deux. Et avant qu'on ne continue, je vais euh, un- faire quelques excuses. Quand je décrivais Abdullah Darwich, je l'ai décrit comme étant une personne autiste et non verbale. Ce que j'aurais dû dire, c'est que c'était une personne autiste qui n'utilise pas de mots pour communiquer. Euh, Mes excuses, je n'avais pas mis mon script à jour. Alors, merci encore Monica et Chris. Et de là, on va passer à Vivienne. C'est qui est une parent, une mère de Saskatchewan. Vivienne, à vous la parole.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Viviane Fekete, je travaille pour la GRC, c'est-à-dire la Gendarmerie royale canadienne. Je suis également une mère. Mon fils le plus jeune, c'est Kyle, il a 31 ans, il travaille chez un concessionnaire de motoneige. Et il adore son travail et il adore faire du bénévolat. Il a un handicap intellectuel. Je lui demande une déficience intellectuelle, pardon. Je lui ai demandé la permission de raconter notre histoire aujourd'hui et il a dit qu'il était d'accord. D'accord, merci Viviane. Qu'est-ce que vous voulez nous raconter sur l'expérience de Kyle dans le système judiciaire? Eh bien, quand Kyle travaillait au refuge pour itinérant local, sa veste a été volée. C'était une veste que Kyle aimait beaucoup. Elle était personnalisée. Il avait économisé pour l'acheter. Elle coûtait environ 600 $ et c'était un gros achat pour Kyle. Il était vraiment fier de ce manteau. À cause de mon rôle dans la police, la GRC, quand le manteau de Kyle a été volé, on l'a déclaré. Je voulais que Kyle sache qu'il avait accès à des recours quand les gens lui faisaient du mal. Je voulais qu'on prenne Kyle au sérieux. Le manteau de Kyle a été retrouvé quand la personne qui l'avait volé a été arrêtée. On a fait nettoyer le manteau professionnellement, mais Kyle a refusé de le porter à nouveau. La personne qui avait volé le manteau de Kyle avait volé d'autres choses également. Et il a été inculpé de 6 autres crimes à ce moment-là. On a donné à Kyle la possibilité de participer en procédure judiciaire dans les tribunaux. On lui a demandé d'écrire une déclaration de la victime pour qu'il dise comment le vol l'avait touché. Donc, Kyle et moi avons préparé sa déclaration de la victime. Il a parlé et j'ai écrit. On a réussi à faire ce travail. Et le jour du procès, la personne qui avait volé le manteau de Kyle a plaidé coupable. Et lors de la détermination de la peine, on a donné à Kyle la possibilité de s'exprimer. Merci, Viviane. Et comme on a un public international, la GRC, c'est la Gendarmerie royale canadienne et c'est le service de police national du Canada. Alors, Viviane, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'expérience de Kyle pour son témoignage au tribunal? Kyle a fait du très bon travail. On a parlé chacun à notre tour et il a pu dire à l'accusé qu'il voulait qu'il soit puni pour ce qu'il avait fait. Il a pu dire, tu as volé mon manteau. Ça ne me fait pas vraiment plaisir. Et les gens l'ont pris au sérieux. Kyle a été bien appuyé ce jour-là. On a dit à Kyle à quoi s'attendre et il n'y avait pas eu de surprise pour lui. Dans la salle d'audience, toutes les personnes ont parlé en langage simple. Kyle a compris ce que disait le juge et j'étais avec Kyle pour l'appuyer. Je connais Kyle et je connais les tenants, les aboutissants de la justice au Canada. Je me sentais prête à appuyer Kyle. Le juge s'est assuré que Kyle était respecté. L'accusé avait tourné le dos à Kyle et le juge s'est assuré que l'accusé se tourne et regarde Kyle dans les yeux pendant qu'il parlait. À la fin de la procédure, les gens ont validé Kyle. On lui a dit qu'il avait fait un bon travail. On lui a dit que c'était un atout pour les procédures. On lui a dit qu'il était important. Merci, Viviane. C'est si bon d'avoir un exemple positif dans le contexte canadien. Et vous avez mentionné que vous aviez travaillé pour la Gendarmerie royale canadienne. Et d'après vous,
Est-ce que l'histoire de Kyle, est-ce qu'elle est typique? Est-ce que c'est la norme? Absolument pas. Je pourrais parler des heures et des heures de toutes les façons dont le système judiciaire échoue pour des personnes comme Kyle. Kyle n'a pas été ignoré comme beaucoup de personnes le sont. Vu que je suis sa mère, on ne lui a pas dit ce n'est qu'un manteau. Ici, en Saskatchewan, on voit des crimes bien plus graves comme des agressions sexuelles qui ne sont pas prises au sérieux à cause de la façon dont les personnes qui ont une déficience intellectuelle communiquent par rapport à leur agression. C'est un risque encore plus grand pour les personnes qui ne peuvent pas communiquer avec des mots. Je me suis assuré que Kyle soit appuyé, ce qui n'est pas la norme non plus. Alors, je crois que tous les parents font de leur mieux pour appuyer leurs parents, mais tout le monde ne sait pas comment faire. Le service aux victimes n'est pas assez financé. Je ne pense pas que les services aux victimes auraient pu être équipés pour appuyer Kyle ou même m'appuyer pour aider Kyle. Je savais quels accommodements Kyle pouvait demander. J'ai vu d'autres parents abandonner des affaires dans les tribunaux à cause de préoccupations logistiques ou de problèmes logistiques qui ne sont pas réalistes pour leur famille. Le système judiciaire n'est pas facile à naviguer et les gens ne devraient pas avoir à creuser pour recevoir des accommodements. Je suis ici pour raconter notre histoire parce que je veux que les gens sachent qu'il est possible de faire ça correctement. On doit juste mettre la barre plus haut. Et on apprécie vraiment votre volonté de raconter l'expérience de Kyle et nous remercions Kyle de vous avoir donné la permission de le faire. Alors, écouter, inclure, respecter vise à appuyer les gens sur le moment et également à rendre les organisations plus inclusives. Est-ce qu'il est important que les personnes qui font de la défense des droits personnels et leurs familles soient incluses dans ce processus de réforme? Oui, tout à fait. Nous serions mieux préparés à appuyer toutes les victimes et les survivants de crimes si on était préparés à appuyer les KL du monde entier. Et comment mieux faire ça que d'apprendre des gens qui ont des déficiences intellectuelles et de leur famille directement? Et quand je pense à la vue d'ensemble, je dois également me demander si un accès amélioré à la justice pourrait réduire les taux de victimisation violente des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Si toutes les personnes qui ont une déficience intellectuelle étaient prises au sérieux quand elles déclaraient un crime, peu importe que ce soit un crime grave ou moins grave, est-ce que les gens y réfléchiraient à deux fois avant de faire du mal à une personne qui a une déficience intellectuelle? Est-ce que les taux de crime baisseraient? Je pense que ma conclusion dans tout ça, c'est que nous avons besoin que toutes les personnes qui ont une déficience intellectuelle se voient dire qu'elles sont importantes. Comme on a dit à Kael qu'il était important, on a besoin que ce message soit envoyé à tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Et si écouter, inclure, respecter peut nous aider à y arriver, eh bien, mettons-nous au travail. Merci beaucoup, Viviane. J'apprécie ce que vous dites. Et je pense maintenant qu'il serait vraiment important d'inviter Eilish et Tia à nouveau, l'inclusion internationale, pour faire des commentaires sur l'application potentielle des directives d'écouter, inclure, respecter. Eilish et Tia. Merci. Tia, est-ce que tu dirais trois actions après avoir entendu les histoires de Chris et de Vivian? À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire sur le système judiciaire canadien?
Et comment est-ce que vous pensez qu'écouter, inclure, respecter pourrait être utile? Eh bien, je pense qu'une partie du problème, c'est que les agents de police ou les autres membres du système ne connaissent pas grand-chose sur les handicaps et les déficiences. Alors, notre travail de description des déficiences intellectuelles et la façon dont les gens pourraient mieux communiquer avec les personnes qui ont des handicaps et les personnes handicapées qui devraient être formées sur le système judiciaire. Je pense que parfois les gens ne savent pas quoi faire quand ils sont dans une situation qui a lieu dans le système judiciaire et qu'elles n'ont pas d'éducation à ce niveau-là elles-mêmes. Alors comment est-ce qu'on pourrait mieux communiquer dans le système judiciaire et avec ses membres pour les renseigner sur les personnes qui ont des déficiences et comment est-ce que les personnes qui ont des déficiences apprendre des choses sur le système judiciaire et sur quoi faire dans certaines situations si elles ont des problèmes, des choses comme ça, qui appeler pour savoir quels ont des droits et qu'elles peuvent avoir la possibilité de parler à quelqu'un, une personne qu'elles connaissent, si elles sont arrêtées ou si elles ne comprennent pas quelque chose, savoir qu'elles peuvent passer un coup de téléphone et connaître leurs droits. Merci, Tia. Ouais, vous avez mentionné certaines choses d'écouter, inclure, respecter qui pourraient être utilisées. Vous en avez parlé dans votre présentation. Et je pense que dans les histoires de Chris et de Vivian, on peut voir clairement hum, comment certaines de ces listes de base pourraient être utiles pour les personnes qui travaillent dans le système judiciaire, mais également comment utiliser certains principes hum, d'écouter, inclure, respecter, ça pourrait être utile. Et c'était très bon d'entendre Viviane qui travaille dans le système judiciaire parler de l'importance d'avoir des leaders dans le domaine de la défense de ses propres intérêts et participer à rendre les systèmes plus inclusifs. Oui, c'était une très bonne chose que Viviane puisse aider son fils à s'exprimer également. Beaucoup de parents ne savent pas non plus euh, comment fonctionne le système judiciaire et certaines de ses règles. Donc, les personnes avec des déficiences euh, p- pourraient être effrayées et ne pas porter plainte ou ne pas savoir comment agir quand elles se voient faussement accusées ou elles ne connaissent pas leurs droits quand elles sont arrêtées. Donc c'est pour ça que c'est important que tout le monde soit éduqué et que le système judiciaire soit, soit renseigné également sur les personnes handicapées parce qu'elles n'interagissent pas forcément beaucoup avec ces personnes. Et si si ce serait une façon de leur faire avoir des formations avec des personnes handicapées sur écouter, inclure, respecter, pour entendre des personnes handicapées et apprendre comment interagir avec des personnes handicapées et leur montrer qu'il y a différents documents dont elles pourraient avoir besoin et les expliquer différemment ou en parler différemment pour qu'il y ait de l'éducation des deux côtés. Merci Tia. Et bon à la parole, car merci. Merci, merci beaucoup et merci à tous nos intervenants pour leur très bonne présentation. Nous sommes vraiment reconnaissants. C'est un peu un moment historique, la présentation de ces directives. De façon générale, c'est une première pour écouter, inclure, respecter non, le système judiciaire canadien et on est vraiment reconnaissant. Là-dessus, je voudrais rappeler à tout le monde que nous allons maintenant vous donner la parole pour que vous puissiez poser des questions. Vous pouvez poser des questions avec la fonction questions-réponses en bas de l'écran ou en les envoyant par courriel à forum@inclusioncanada.ca. On a quelques minutes pour ça. Voyons si j'ai une première question pour commencer.
Ok, commençons par une question pour Chris Rowley. Alors, Chris, est-ce qu'il est important que les autres personnes qui font la défense des droits personnels... Oh, pardon, on attend encore des questions. Mes excuses, Chris. Est-ce qu'on a des questions? Chris, on va essayer à nouveau. Alors, est-ce que vous saviez que vous alliez parler de votre déficience à la police? Non, c'était vraiment une question de situation pour moi. Et c'était vraiment sur le coup. Et quand j'ai été arrêté, ils m'ont mis sur le siège arrière de leur camionnette. Et quand ils ont décidé de m'arrêter, de regarder les papiers, ils m'ont dit, vous devez rester à 100 mètres de ce lieu. J'ai dit, OK, 100 mètres, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la bibliothèque est de l'autre côté de la rue. Est-ce que je ne peux pas aller dans la bibliothèque maintenant? Et ils ne voulaient pas répondre à la question. J'ai dit, bon, j'ai un handicap, je dois comprendre ce que vous me dites de faire. Et ils ne voulaient pas me répondre. Il a fallu qu'un autre agent vienne me parler pour répondre à la question. Et finalement, j'ai eu ma réponse. Donc, je n'étais pas prêt à divulguer ma situation, mais dans la situation, j'ai été capable de le faire. Désolé que ce soit passé comme ça, Chris. J'ai une question de suivi là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il est important que d'autres défenseurs des intérêts personnels soient au courant du droit aux accommodements dans le système judiciaire? Oui, c'est important. J'ai eu de la formation du centre John Humphrey. Donc, quand j'ai fait ce travail de défense des intérêts personnels, je savais à quoi m'attendre. Donc, je pense que c'est très important que les gens connaissent leurs droits dans le système judiciaire et que les gens, le système de justice pénale et que les gens comprennent leurs droits. Et donc, écouter, inclure, respecter a des directives là-dessus et on a des droits uniques parce qu'on apprend différemment et on a ces choses différentes. Donc, quand j'ai fait mon rapport à la police sur la façon dont j'ai été traité, ils ont dit ils ont vu qu'ils avaient eu assez de, enfin, ils ont dit qu'ils avaient eu assez de formation et qu'ils avaient fait tout ce qu'il fallait, mais ils ont eu de la formation que sur l'autisme et une formation très limitée. Donc, je suis heureux de pouvoir parler de mon expérience. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chris. C'est une très bonne transition vers une question pour Tia et Eilish. Alors, écoutez, inclure, respecter. Est-ce que ce programme offre du soutien à un accusé pendant les procédures judiciaires ou est-ce que c'est juste un outil éducatif? Une question pour Eilish et Tia. Merci beaucoup, Karl, et merci pour la question. Alors, écoutez, inclure, respecter. Ce sont des directives internationales pour les organismes, pour être inclusif et accessible. Et c'est pour tout type d'organismes, pas juste des organismes qui travaillent dans le système judiciaire. Donc, le programme lui-même, c'est un outil sur l'inclusion et la participation et l'accessibilité. Donc, on n'offrirait pas des services de soutien aux personnes qui vont dans les tribunaux. Cependant, beaucoup de nos membres, y compris Inclusion Canada, connaissent, écouter, inclure, respecter. Est-ce que Tia, tu veux ajouter quelque chose? Oui, oui, je suis d'accord. Il y a d'autres
groupes de défense des intérêts personnels qui peuvent aider les gens dans le système judiciaire si elles en ont besoin, si ces personnes en ont besoin, mais également des outils qui peuvent enseigner aux gens qu'est-ce que c'est qu'une déficience intellectuelle et comment communiquer avec une personne qui en a une. Et au besoin, ces personnes peuvent utiliser nos renseignements sur la façon de faire ça pour se renseigner. Merci beaucoup, Tia, et merci, Elish. Non, les questions commencent à arriver. J'ai une question pour Vivienne. Vivienne, si vous voulez bien allumer votre caméra. Et la question, c'est quelle est l'importance de la divulgation de handicap pour le travail de la police? Est-ce que ça ne serait pas utile que la police le sache pour qu'elle sache si quelqu'un a besoin d'une adaptation? C'est très important. Savoir quelque chose sur quelqu'un, ça va donner à la police un renseignement, une idée directe sur la façon de communiquer avec cette personne. La GRC, Gendarmerie royale canadienne, à l'heure actuelle, est en train de créer des formations à ce sujet et ça aide à parler avec les victimes, mais c'est très important. Oui, et encore une fois, ça, c'est si la personne qui est une victime ou si la personne est un accusé. Hein, choisit de le faire parce que la personne a le choix de le faire. Ok, on va retourner à Tia et Neile et Eilish. Alors, Tia et Eilish, comment est-ce que les gens peuvent se renseigner sur les directives, écouter, inclure, respecter et comment les utiliser? Vous pouvez aller sur listenincluderespect.com, on a les directives sur le site web. Merci Eilish. Si vous avez d'autres questions sur écouter, inclure, respecter, vous pouvez communiquer avec Inclusion Canada ou vous pouvez communiquer avec nous de différentes façons. On a un service qu'on est en train d'organiser qui aide les organismes à communiquer avec des personnes qui font la défense des intérêts personnels pour obtenir des conseils. Si, par exemple, si vous avez une politique qui vous pensez devrait être revue par des défenseurs des intérêts personnels, on peut vous aider à communiquer avec des personnes qui ont été formées pour faire ça. On a également de la formation. On a des formations autonomes en ligne qui sont disponibles pour nos membres. Et voilà. Merci. Merci Tia et Eilish. Je pense que c'est tout. Nous sommes juste à l'heure. Je voudrais juste remercier tout le monde encore une fois pour votre participation. Ça a été un vrai privilège d'animer cette première séance de formation Écouter, inclure, respecter, Listen, Include, Respect. Encore merci à Justice Canada et on espère vraiment que ce webinaire vous a donné des renseignements utile sur les directives d'écoute inclure respecter et sur les pratiques du système judiciaire. N'oubliez pas de remplir le sondage post-webinaire qui nous aidera à avoir des rétroactions et à améliorer les futurs événements. L'enregistrement de ce webinaire sera disponible pour la diffusion. Merci beaucoup tout le monde et passez une excellente journée.